Bonjour à tous. J'avais prévu un titre un peu plus large et puis j'ai décidé de me recentrer sur la question de la figure de l'internaute construite dans les sites de streaming, et notamment en me concentrant sur un seul site qui est le site sur lequel je travaille le plus, qui est YouTube. Le site donc, que vous connaissez bien, lancé par 3 anciens employés de PayPal et racheté par Google en 2006. Qui lance d'ailleurs aujourd'hui son application YouTube Music, et ça fait 3 ans que je travaille sur ce site, et c'est assez intéressant puisqu'il y a 3 ans dans les études d'usage, comme c'est un site qui se concentre sur la vidéo, on n'en entendait pas parler dans les benchmarks institutionnels sur les sites de streaming. On en a beaucoup entendu parler pour la musique ces dernières années. Maintenant, il y a une offre dédiée, donc YouTube Music, qui paraît aujourd'hui. Alors, vous verrez, je montre un peu des choses anciennes, mais je trouve que c'est intéressant de mettre en perspective l'évolution de ce site. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé, en fait, c'est que ce site qui repose sur la vidéo, donc déborde la question des pratiques de musique et des pratiques de streaming, alors qu'il est en fait leader dans les études d'usage sur le streaming musical. En 2013, il faisait son entrée dans les carnets de consommation de la Hadopi que la Hadopi faisait avec Opinionway. Et je pense que de ce point de vue-là, il est exemplaire des transformations actuelles de la culture musicale, avec l'intervention d'acteurs industriels qui ne sont pas forcément spécialisés dans la musique au départ. Et au-delà des statistiques d'usage, on a l'impression qu'il domine les représentations autour de l'influence d'une catégorie de sites qu'on peut appeler service, qui s'appelle service dans certaines études d'usage. Et c'est ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce que devient la culture musicale, notamment la relation au son, dès lors que la musique est présentée, organisée par un site de genre, par un service en ligne. Donc pour y répondre, je vais m'intéresser à la question de la figure de l'internaute qui est construite sur ce site. Alors c'est une question qui revient régulièrement pour les chercheurs qui s'intéressent au rapport entre culture musicale et technologie ou médias musicaux. Il y a David Vendinon qui m'avait beaucoup intéressé avec une communication qui parlait de la figure du pirate et de la manière dont l'industrie diffusait cette figure comme figure clé du consommateur de musique ou de l'auditeur de musique. On en a reparlé avec Jim Rogers hier. Il y a Jonathan Stern qui parle de la figure implicite au format MP3, en montrant que le MP3 porte en lui, inscrit dans la technologie, l'idée d'un auditeur distrait. Pour YouTube, on a toutes sortes de figures, c'est ce que je vais essayer de montrer, mais disons qu'en ce moment, ça se centre plutôt autour d'entrepreneurs de l'ordinaire, de youtubeurs, de super utilisateurs de YouTube. C'est les publicités qu'on voit dans le métro en ce moment, par exemple. Et donc, on parle surtout des gens qui semblent tirer le maximum de parti de cet outil comme moyen de se construire une audience en ligne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de dire qu'une figure de l'éditeur a été remplacée par une autre, ou de montrer qu'il y a une figure en particulier qui s'impose, mais d'interroger la manière même dont une technologie médiatique construit sa relation avec celui qui s'en empare. Et j'essaierai de montrer en tout cas que la façon dont on porte un regard sur YouTube conduit à faire apparaître différentes figures, certaines qui sont en partie compatibles entre elles, d'autres un peu moins. Et ces figures, ce sera la figure de l'utilisateur universel, celle du consommateur de la culture et de la musique, et celle de l'amateur de musique en particulier. Donc à travers cette question, je veux à la fois réfléchir à la dimension normative de YouTube et à notre façon d'analyser ce type de technologie. Alors comme ça arrive souvent quand les sciences humaines s'intéressent à la musique, je ne vais pas commencer par du son mais par une image. Même un auteur comme Jonathan Stern qui fait une archéologie de l'écoute. Il n'y a pas de retour. Ah mince. Ça marchait un instant. Le sketch habituel, oui c'est ça, ça marchait. Je peux continuer. Donc, je vais parler du fait de... Mince. Si ça vous ennuie pas, je vais parler du fait d'utiliser une image en attendant que l'image apparaisse. Voilà. Donc Jonathan Stern, qui fait une archéologie de l'écoute, en fait, travaille quasiment que sur des images. Et j'ai remarqué que souvent dans les colloques sur la musique, on n'écoutait pas beaucoup de musique et on regardait beaucoup d'images. Mais pour moi, c'est assez justifié, tout simplement parce que si c'est facile de regarder quelqu'un qui regarde, c'est difficile d'écouter une écoute. Et donc évidemment, pour
éclairer ce qui joue dans la relation au son, il vaut mieux l'analyser par la bande, c'est-à-dire par sa mise en scène dans un autre système sémiotique, parce qu'on en montre ou parce qu'on en dit. Et la deuxième raison, c'est qu'on n'est pas sûr que quelque chose comme une relation purement auditive au son existe, et donc en attendant que les chercheurs en psychologie cognitive soient d'accord sur le sujet, on peut partir du principe que notre relation au son et à la musique est tributaire d'un ensemble de matrices culturelles qui se situent aussi bien dans des textes, dans des images, dans des espaces, dans des pratiques que dans la matière sonore elle-même. Alors, est-ce qu'on peut avoir cette image? On la connaît, mais... En plus, vous la connaissez? Oui, mais sauf que c'est chouette de l'avoir à l'écrit. Ouais. Bah, écoutez... Cette image, elle est bien connue, elle a été très discutée. Donc c'est la une du Times en 2007 qui élit You personnalité de l'année, comme elle fait tous les ans. Tous les ans, il y a la personnalité de l'année du Times. Elle a l'air simple en apparence, mais elle propose, je trouve, une mise en abîme assez vertigineuse du rapport contemporain aux médias et à la culture. On peut en faire toute une infinité d'interprétations en se demandant par exemple s'il faut croire à la légende « Vous contrôlez l'âge de l'information », avec ce débat entre technologie émancipatrice ou aliénante. Et on serait direct d'emblée dans un débat idéologique sur le pouvoir attribué à la technologie. Moi, ce qui m'intéresse, avant même de se poser ce type de questions, en fait, c'est vraiment une question d'énonciation médiatique, c'est-à-dire, on pourrait poser la question de cette manière, c'est quelle abstraction est-ce que cette image fait tenir? Et notamment, qui est ce you? Bon, il y a toujours une ambiguïté en anglais sur le you entre le pluriel et le singulier. Là, ensuite, avec le yes you et le côté indexical, un peu oncle Sam, ensuite on sait qu'on parle au singulier et qu'il y a cet effet d'adresse. Mais est-ce qu'il s'agit d'un renvoi au you que je suis quand j'utilise YouTube, dont on voit ici repris le player immédiatement reconnaissable? Est-ce que c'est moi qui fais face à l'ordinateur qu'on voit ici représenté? Ou est-ce que ça s'adresse au lecteur du Times que je suis à l'instant où je regarde cette couverture? Et la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'il est légitime d'intégrer ces trois niveaux dans un même système d'adresse, comme si c'était le même sujet ou les mêmes aspects de l'individu, qui correspondaient à ces trois pratiques des médias, l'usage d'un site internet à succès, le face-à-face avec l'ordinateur et la lecture du Times. Pour accepter de ne pas tenir compte de ces différences entre ces trois niveaux, il faut lire le you non pas comme une adresse absolue, qui serait à moi, rien qu'à moi, mais relative à la partie de moi qui correspond finalement à tout à chacun, n'importe quel individu pratiquant n'importe lequel de ces objets médiatiques. Donc il faut que je sorte de ma situation concrète, ici maintenant, pour me placer sur le plan de généralité de cet âge de l'information au contour assez flou. Donc cette image du Times s'interprète comme une certaine performance médiatique, au sens de l'acte de langage. Sa crédibilité potentielle repose sur notre tendance à accepter, en fonction de notre relation aux technologies médiatiques, d'abord que le you représenté dans ces cadres peut être un équivalent de qui nous sommes comme lecteur du Times, par exemple, et ensuite que les dispositifs médiatiques, que ce soit le Times ou YouTube, sont des espaces légitimes d'incarnation, de représentation de nous-mêmes. Donc il y a des tensions qui apparaissent à ce niveau. L'individu qui est présenté là, c'est à la fois chacun de nous dans une définition très minimaliste, n'importe qui peut se reconnaître dans un effet d'adresse, et une figure synthétique, l'utilisateur type de différentes technologies médiatiques. Donc ce que je veux montrer par là, c'est que ce genre de texte médiatique institue dans l'espace public une espèce de figure imposée, qui est à la fois l'origine ou l'horizon des technologies médiatiques, et qui sert en fait en permanence à en expliquer, à en justifier l'importance. À travers cette image, finalement, le Times nous met sur la piste de la façon assez ambivalente dont les médias informatisés se présentent à nous, à la fois comme des éléments d'une culture moderne et désirable, et à la fois comme de simples outils qui n'attendraient que nos désirs d'accès à l'information ou nos projets d'expression pour se mettre en œuvre. Or, dans ces formes concrètes, évidemment, YouTube est loin d'être un simple espace d'incarnation de l'internaute ou le pur produit fonctionnel de ce que nous voulons en faire. Ça, c'est en fait c'est une autre version de cette figure imposée de l'utilisateur universel, ce profil assez vague de la pratique des technologies, des médias et de la culture. Sur ce point, finalement, le Times fait que prolonger la manière dont YouTube s'adresse à nous. Un certain regard sur la page d'accueil nous montre que finalement le site prétend pas savoir qui nous sommes. À première vue, cette page, c'est purement de la transitivité, c'est beaucoup de verbes d'action, sign in, browse, upload, enregistrez-vous, consultez, téléchargez, enfin chargez en tout cas. Et c'est toutes ces vignettes de vidéos qui demandent qu'à se lancer. Donc en fait, regarder cette page m'incite à faire une distinction entre la figure, c'est-à-dire
ce qu'on a vu, ce qui correspondrait à une personnalité de l'année, c'est-à-dire un ensemble de caractéristiques positives qui déterminent les contours d'une sorte de personnage incarné, et une posture, c'est-à-dire un scénario d'usage qui se contente d'assigner une place à l'individu. Là où l'idée de figure renvoie à des représentations de l'identité, à des codes sociaux pleins, entre guillemets, l'idée de posture se situe à un niveau plus phénoménologique. La posture correspond plutôt à une position du corps face aux objets, à une dynamique de la sensation, du regard, de l'action, de l'écoute. Elle est ce à partir de quoi une expérience s'enclenche, plutôt que des ensembles de signes de l'individu qu'on pourrait organiser dans un tableau sociologique. Mais ce n'est pas parce que ces postures ne sont pas représentées, mais plutôt impliquées, que ces postures, ces perceptions, ces actions ne sont pas construites culturellement. Et en mobilisant des formes liées à des routines ou à des contextes d'expérience particuliers, un site comme YouTube fait appel à des disciplines du regard, de l'usage des médias informatisés et de l'appréciation esthétique. C'est ce que je vais essayer de montrer en partant d'un discours fréquent à ce sujet de la part de critiques musicaux. Juste avant de venir à ça, en fait, la manière dont on décrit YouTube sur le plan socio-économique en général, c'est qu'il rend disponible des vidéos et des morceaux de musique. Et ce que je voudrais montrer, c'est que cette mise en disponibilité repose sur des pratiques d'écriture et de lecture, sur un passage finalement du stockage de la base de données à l'affichage. Et donc elle passe par tout un tas de médiations sémiotiques qui donnent à la rencontre de l'internaute avec ce stock de vidéos une tonalité particulière. Alors, en fait, à ses origines, YouTube se présentait plutôt comme une solution logistique privée de stockage de vidéos, un genre de garde-meuble à vidéo. Le slogan, c'était « Your Digital Video Repository ». Et c'était vraiment centré sur le fait de charger des vidéos. Mais ensuite, très vite, il a travaillé à représenter la disponibilité de l'offre et sa position d'intermédiaire comme solution logistique vis-à-vis d'un internaute qui aurait des besoins ou des désirs de consulter des vidéos. Donc finalement, cette représentation concerne non seulement les contours du stock, elle représente l'offre, mais aussi l'idée même qu'il y a un accès et qu'on pourrait avoir envie de regarder, de consommer la culture. En fait, Jean Baudrillard, quand il analyse la publicité nous dit qu'avant de vendre un produit en particulier, la publicité a pour fonction de nous convaincre du bien fondé du marché lui-même, de montrer que le marché se soucie de nos désirs. Et à un certain niveau, un site comme YouTube commence par reproduire l'imaginaire social de l'offre et de la demande de marchandises culturelles, l'idée même qu'il y a une économie de la culture. Et en ligne, cette offre se symbolise de différentes façons. Le moteur de recherche, c'est une manière de promettre ce stock et de reconstruire cette idée d'une rencontre de l'offre et de la demande. Le nuage de tags en est une autre, mais dans l'histoire de YouTube, c'est la mosaïque de vignettes qui a pris le plus de place, notamment à travers la page youtube.com, et qui semble aujourd'hui l'emporter dans cette double fonction d'institution du marché et de représentation d'une offre. Au début du web grand public, la mise en circulation de la musique sous forme de fichiers MP3 était souvent décrite comme une chance pour la culture musicale. Les amateurs et les curieux étaient libérés de la contrainte d'achat. Et aujourd'hui, évidemment, la situation est plus ambiguë. On en a un peu parlé hier avec l'intervention de Nancy Weiss. En 2012, Simon Reynolds publiait Retromania, un ouvrage très bien reçu qui paraissait synthétiser les opinions de nombreux critiques musicaux et même de collectionneurs de disques. Et YouTube y était présenté comme un symbole de ce qu'il y avait de problématique dans la manière, ou de ce qu'il y a encore de problématique dans la manière dont la musique est présentée en ligne. D'après Reynolds, des dalles modernes et tentaculaires bâties sur notre mémoire collective, le site de stockage de vidéos illustre parfaitement l'excès documentaire provoqué par les technologies numériques. Il nous parle d'un site qui serait plus proche d'un grenier sans dessous-dessous que d'une archive. Moi, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est confronter ce que dit Reynolds à un regard sur le site. C'est bon ? D'accord. Alors, ça, c'était la version entrepôt des débuts de YouTube, où il n'y avait pas encore vous voyez qu'il n'y a que 5 vignettes à l'écran, c'est pas encore très développé. Voilà, donc je vous parlais en fait du rôle déterminant de la mosaïque de vignettes qu'on voit un peu coupée ici, mais ça pourra suffire. En fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle renvoie à une structure très ancrée qui est en fait celle du rayonnage et qui correspond déjà à une certaine mise en forme sérielle des objets culturels. Ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle concerne à la fois le rayonnage et la mosaïque, ça concerne à la fois la bibliothèque et le modèle du grand magasin. Et donc finalement, quand on oppose de ce point de vue... Ah bah voilà, très bien.
en fait, on oppose souvent le monde de la consommation et le monde de la culture, mais en fait, on peut voir qu'au niveau un peu archéologique, elles partagent des formes en commun. Avec un certain nombre de principes communs que je n'ai pas le temps de détailler aujourd'hui, mais que je peux mentionner brièvement. Le fait qu'il y ait un espace restreint d'affichage de l'offre, ici l'écran. La mosaïque ou la grille, qui est une variante de ce que dit Jacques Boudy et d'autres sur la liste et le tableau, qui ont à la fois un effet de panorama, l'idée qu'on fait un peu le tour d'une offre, et en même temps qui suggère qu'on a simplement prélevé ou donné un échantillon d'une offre qui est beaucoup plus large. Tout ça lié au régime de libre service ou de libre toucher inventé avec les grands magasins au début du XXe siècle. Un effet de vitrine, c'est-à-dire le fait qu'on présente des choses au regard en filtrant les autres sens et que donc, du coup la musique est toujours dans une accessibilité différée, etc. Et donc en fait ce que je veux dire par là, c'est que l'utilisateur la posture d'utilisateur impliquée dans YouTube à ce niveau, c'est celle finalement d'un utilisateur regardant, d'un sujet qui regarde, mais au double sens, dans le sens où bien sûr le regard est convoqué, mais aussi dans le sens où son regard discrimine à partir de routines documentaires acquises. Il ne s'agit pas simplement d'une représentation de l'offre et de la consommation en tant que telle, mais d'une anticipation des usages possibles qui en scénarise l'approche, qui construit des dynamiques du regard et des hiérarchies de valeurs. Par exemple, on voit qu'ici, certaines vignettes sont plus grandes que d'autres, sans qu'on nous explique pourquoi, sans qu'il y ait de principe autre que l'animation finalement de l'offre. Et puis on voit un certain panachage qui est là depuis les débuts du grand magasin et qui renvoie à un modèle de la présence de la musique dans l'histoire de l'audiovisuel qui correspond aux variétés, au music-hall ou au cinéma des attractions. La disposition organise des hiérarchies. Bien sûr, il y a la topologie OBA qui est aussi une axiologie dès lors qu'on est sur un média. Et puis il y a ici le Lego Vevo qui opère comme un label ou une marque. Il y a aussi une stratégie qui est l'usage de photomontage ou de typographie, comme on voit là ici par exemple, qui fait qu'en fait on a des vidéos qui se présentent plutôt à travers des sortes de couvertures, un peu comme dans une logique de packaging et de gondole de supermarché, alors que d'autres sont plutôt des sortes d'arrêts sur image, où là on est plus dans l'angle visuel de YouTube, l'héritage de la mosaïque télé, etc. Donc, ouais, c'est la... Bon. À ce niveau, ce que je voulais dire, c'est que l'internaute n'est plus l'utilisateur universel, ni même le cas particulier d'une sorte de demande abstraite qu'il s'agirait de satisfaire, mais qu'il est impliqué dans une attitude, une disposition particulière, qui est une attitude ouverte au pluralisme, à des propositions dont il ne maîtrise pas la clé, qui est sensible qui serait là pour passer un moment de vidéo dans toute sa généralité, ou alors s'il prête attention à un critère que je n'ai pas eu le temps de développer du coup, mais qui est le rapport entre succès par l'indicateur du nombre de vues et fraîcheur, à une posture de veille sur les vidéos récentes. Et en fait, c'est des choses qu'on retrouve à différents niveaux de YouTube, quand on regarde la page musique, quand on regarde la manière dont les recommandations sont présentées, etc. Dans les 2 minutes restantes, j'avais toute la partie qui concernait un peu plus l'amateur de musique. Je vais essayer de faire très vite. En fait, on peut partir de ça, c'est-à-dire qu'en fait, les services musicaux aujourd'hui se différencient selon leur manière de représenter la musique et d'écrire la musique. Et évidemment, là, en fait, on a Spotify, Deezer, qui représentent plutôt des formes, on en a parlé hier, albums, à l'intérieur d'un tableau de bord que je ne montre pas ici. Ce qui est particulier avec SoundCloud ou YouTube, c'est que la musique est une monade où une image est censée... même dans le cas de YouTube, c'est le full album. Ici, sur SoundCloud, c'est à l'échelle d'un morceau. Et ce que je veux dire, c'est que cette forme, elle a une forte responsabilité du point de vue de notre rapport à la musique en ligne, puisque ici, elle vient singulariser la musique. Cette forme-là, elle vient à la fois nous dire que c'est le bon morceau, qu'il est singulier, qu'il a une seule identité, et en plus, vient nous proposer des manières d'écouter, ici par l'injonction de traces d'usage et de commentaires. Alors, je vais passer très vite à la manière dont c'est fait sur YouTube, avec, il me reste quoi, 30 secondes, avec, enfin moi sur YouTube je repère 3 prédilections, disons.
une prédilection qui correspond à ça, c'est-à-dire, ou plutôt à ça, c'est-à-dire la remédiation de la culture du disque. En représentant un disque par sa pochette, on authentifie le son par rapport à un original historique, un autre document, tout en laissant ici, on voit une marque sur ce geste de remédiation, puisqu'il y a la mention 5 force de DJ qui correspond à cet utilisateur particulier. Mais bien sûr, il y a d'autres modalités. De relier la musique, pas forcément à un document, un original historique, mais un mode d'expression, de sociabilité. Et tout ça, ça correspond plus à ce qu'on trouve dans la culture audiovisuelle, télévisuelle du son, c'est-à-dire les vidéos de coulisses, les showcases, la voix, le visage, autant de modes de singularisation du son, non plus par rapport à un original historique, mais par rapport à la personne et à une volonté d'expressivité ou de socialisation. Et ce que je trouve intéressant, juste pour finir là-dessus, c'est que dans le cas de la remédiation de la culture du disque ou dans le cas de la remédiation, ou dans le cas du rapport de la musique à une origine dans un individu, une chanteuse par exemple, on rapporte le son à une origine. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec avec YouTube, finalement, on a aussi des écritures du son qui sont plus de l'ordre de la ramener à une origine préalable, et qui sont des projections vers les modes d'écoute, comme cette vidéo, qui est une vidéo de Skrillex, un montage en fait entre un morceau de Skrillex et Transformers. Et c'est quelque chose qui m'intéresse, disons en contraste avec les discours de gens comme Simon Reynolds qui disent qu'il n'y a évidemment plus aucun rapport esthétique au son à partir du moment où on est dans des grandes archives qui ne sont même plus des archives, etc. C'est que là, finalement, en fait, ce type d'objet nous dit beaucoup de choses sur la manière dont faire l'expérience de la musique. Et là, d'ailleurs, c'est particulièrement intéressant parce que c'est une musique qui n'est pas forcément... c'est de la musique électronique contemporaine, etc. Donc, c'est pas la musique sur laquelle il y a forcément le plus gros appareillage critique a priori. Et qu'est-ce que ça nous dit, finalement, une vidéo comme ça? On voit des robots s'affronter, des montages ultra rapides sur la musique. Bon, je ne pourrais pas la remontrer plus que ça. C'est que c'est une musique à effets spéciaux, basée sur des effets de vitesse brusque, sur le maximalisme sonore, avec des bruits qui peuvent évoquer la robotique ou les moteurs automobiles. Donc une musique à effets spéciaux, et ce qu'on voit dans ce cas où finalement la musique est interprétée par l'image, c'est qu'on n'est pas forcément dans une consommation audiovisuelle où les deux vont d'emblée ensemble, mais elles sont ajustées, c'est-à-dire qu'on ne voit pas là du coup, mais dans la légende, on dit bien Skrillex versus Transformers, et qu'on maintient leur autonomie respective tout en montrant que l'un permet d'interpréter l'autre. Et finalement, ces postures qu'on voit dans les relations entre image et son, à l'échelle d'une vidéo en particulier, on peut les reprendre dans la manière de lire les sites elles-mêmes, c'est-à-dire soit être attentif... par exemple, ce type de vidéo, ça implique de ne faire ce type de relation à la musique, ça implique de se plonger dans les effets de la musique et donc de faire abstraction du cadre autour. Le modèle de la sociabilité, ça implique de faire un rapport entre l'expression d'une chanteuse et le profil de cette chanteuse sur le réseau social, tous les signes, les commentaires, tous les signes qui voient YouTube comme un réseau de communication avant tout. Et puis le premier modèle comme document, c'est se servir de YouTube comme une archive pour reconstruire en ligne des collections personnelles et une forme de rapport esthétique aux documents musicaux. Voilà, je finis en une phrase. Donc en fait, moi ce qui m'intéressait là-dedans, c'est qu'entre l'utilisateur universel, le consommateur et les différentes formes de goût pour la musique, entre les différents espaces de YouTube, les différents niveaux d'analyse de YouTube, c'est un peu difficile finalement de statuer sur une norme de l'auditeur de musique, de l'utilisateur universel, du consommateur de musique, sans retomber pour autant dans la pluralité, la liberté de ce réseau qui serait fait pour satisfaire tous les désirs. Et je pense qu'il y a deux pistes pour dépasser cette espèce d'alternative insoluble. C'est déjà de voir les différences entre la figure de l'auditeur et la figure de l'utilisateur, et aussi de se dire que c'est des sites qui produisent un modèle de compétences, de rapport au goût et de rapport à l'usage de ces médias qui serait le même pour tous, ou en tout cas qui essaie d'en articuler, qui à certains niveaux on propose une norme, puis ensuite essaie d'en articuler des différentes, et que forcément ce niveau de compétence qui serait le même pour tous est toujours une illusion. Merci. Désolé pour ces difficultés.